Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter le seul projet de sciences humaines et sociales qui a été financé par le programme Au fil de l'eau. Donc, il s'appelle GOOT, qui signifie en fait gouvernance de l'eau sur terre coutumière en Nouvelle-Calédonie. Donc, de la connaissance des usages et des savoirs à la production d'outils et de gestion et de politiques adaptées. Donc, c'est un projet on a une durée de plutôt 2 ans. En fait, on a commencé un petit peu plus tard que les autres projets. On a commencé en début d'année, en mars 2019. Parce qu'en fait, au départ, c'était un projet qui était porté par moi-même et surtout par Caroline Lejar, qui est une chercheuse du CIRAD accueillie à l'IAC et qui a dû repartir au cours de l'année dernière. Du coup, il a fallu qu'on réadapte. C'est une économiste gestionnaire spécialiste de la gestion de l'eau au sein de l'UMRGO. Basée à Montpellier, et donc le fait qu'elles doivent repartir à Montpellier, on a dû un petit peu modifier, adapter notre projet qui au départ était sur 3 ans, et donc on a revu un petit peu, réorganisé à la fois le projet et puis revu un petit peu nos ambitions, puisqu'on a une chercheure sur place qui ne peut venir que par intermittence. Mais n'empêche qu'on a quand même réussi à lancer pas mal de travaux. Donc c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Alors les structures qui sont impliquées dans le projet, donc l'IAC et le CIRAD, donc qui sont porteurs du projet. On a également des collègues anthropologues et juristes de l'IRD, des équipes GRED et Espace Dev. On a également, et puis l'université, donc avec des chercheurs des différents labos de sciences humaines et sociales, ERALO et TROCA, donc principalement linguistes et anthropologues. Et j'ai rajouté en fait le logo de l'IRSTEA, qui n'est plus vraiment, officiellement qui n'est plus vraiment directement dans ce projet-là. Mais de fait, on a travaillé, vous allez le voir, ça fait partie des origines du projet. En fait, c'est une institution et des chercheurs qui gravitent en périphérie très très proche du projet. Du coup, je trouve ça cohérent de les intégrer en fait à notre présentation. Et que l'IRSTEA, en plus, fait partie de l'UMRGO, donc, qui est associé au programme. Du coup, c'est pas grave, voilà, je voulais le signaler. Alors, les origines de ce programme. Alors, comment ça va ? Donc, ça vient... attendez, voilà. Notre point de départ, c'est de se dire que l'eau, en fait, donc nous, c'est l'eau par rapport aux populations, elle est, jusqu'à maintenant, elle ne pose pas vraiment de problème, dans le sens où elle n'est pas rare pour les gens. On n'a pas, en tout cas pour la consommation, il n'y a pas de problème majeur de sécheresse qui font qu'on a vraiment des problèmes drastiques d'accès à l'eau potable. Il y en a, mais ce n'est pas un problème vraiment très très criant, comme dans certaines autres îles du Pacifique, comme à Kiribati, etc. Cependant, le constat, c'est qu'on a quand même des tensions et des questions qui sont émergentes sur les terres coutumières. Alors, cette carte-là, on ne voit pas forcément très bien, mais je vais prendre le temps de la décrire. Donc, on a identifié qu'il y a des problématiques et des tensions autour de l'eau potable sur les terres coutumières. Alors, en fait, ça, c'est les petits triangles bleus. Alors, par exemple, à Pointe-Dimier, où, en fait, après près de... on va dire une quinzaine d'années, ils attendent toujours d'avoir accès à l'eau potable dans une tribu, donc à Tiwaka. On a des travaux de recherche qui ont été réalisés par Benoît Trépied, donc sur la commune de Koné, qui montrent que dès les années 80, l'accès à l'eau potable dans les tribus est devenu un problème de politique publique locale. Donc c'est devenu comme vraiment un problème sur lequel il fallait se positionner, c'est-à-dire faire venir l'eau potable dans les tribus. Donc c'est devenu une question qui a été posée aux mairies. On a également les problématiques de tarification, de tarification et de paiement de l'eau. On a des problématiques de pollution minière, donc des eaux potables. Alors c'est notamment le cas
Du coup, sur les points orange, alors on a des cas à Poya, mais dans plein de zones différentes, également à Thio, où on a aussi les problèmes d'inondation et des pénuries d'eau qui peuvent être... c'est-à-dire qu'en fait, il y a plus de pénuries d'eau, presque, j'ai envie de dire, quand il y a trop d'eau, suite à des ouragans, où il y a des coupures qui sont vraiment très brutales, donc sur les terres coutumières, et pas forcément des tensions, mais en tout cas... ça fait l'objet d'événements qui ont attiré notre attention. C'est le fait qu'il y avait de plus en plus de mobilisation autour d'une reconnaissance de l'eau sacrée ou de points d'eau sacrés, et notamment autour de KNS, par exemple, où en fait il y a eu un travail qui a été fait avec KNS pour dire attendez, l'exploitation minière, elle doit s'arrêter à tel endroit parce qu'on a un point d'eau tabou à cet endroit-là. Donc on sait qu'il y a la limite entre les terres coutumières et le domaine. Du coup, c'est vraiment cette mobilisation des gens sur la question de l'eau qui nous a intéressés, et le constat que c'était en particulier sur les terres coutumières. Troisième point qui nous a interpellés, c'est que quand on regarde la loi organique, qu'on a un écart de régime institutionnel qui, en fait, exclut... les cours d'eau, les lacs, les eaux souterraines et les sources, elles ne sont pas gérées par le domaine fluvial de la Nouvelle-Calédonie sur les terres coutumières. Au final, ça, c'est pas forcément très grave en soi, on va dire, en termes de... Ça n'a pas entraîné des problèmes aujourd'hui majeurs, parce que le constat, c'est que les gens s'arrangent quand même au quotidien. Mais ça fait écho à d'autres choses qui se passent ailleurs dans le monde. Et ça fait appel à des enjeux internationaux qu'on a pu repérer sur d'autres territoires où il y a aussi des terres autochtones et des droits autochtones qui émergent de plus en plus pour avoir accès sur les questions de propriété et d'accès à l'eau. Et du coup, on s'est dit qu'ici, peut-être qu'aujourd'hui, on observait des débuts de tension, qu'il y en avait cet écart de régime institutionnel, et que, vu ce qui se passait ailleurs dans le monde, c'était peut-être le moment de se poser la question de, voilà, qu'est-ce qui se passe vraiment sur l'eau en terre coutumière, comment elle est gérée aujourd'hui, comment elle était gérée dans le passé, comment elle est gérée aujourd'hui, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis donc, ça fait écho à des enjeux internationaux. D'une part, on observe des conflits ailleurs dans le monde pour l'accès à l'eau en interconnexion avec des revendications foncières et environnementales, alors en Amérique du Sud, mais dans plein d'autres, au Canada également. On observe de plus en plus une reconnaissance et une intégration du sacré et des pratiques locales dans les modes de gouvernance de gestion de l'eau. C'est le cas notamment du fleuve Whanganui en Nouvelle-Zélande. Du coup, là, c'est des choses qui sont vraiment en train d'émerger, qui sont très, très récentes. Et on a plusieurs cas de gestion parfois problématique des écarts justement entre régimes institutionnels sur des territoires coutumiers et non coutumiers. Et donc on s'est dit que traiter cela en Nouvelle-Calédonie, ça pouvait être, c'était une question, on va dire, d'enjeux scientifiques internationaux du fait de ces enjeux-là. Et puis, c'est à la rencontre, ces enjeux internationaux, ils sont à la rencontre, donc on l'a dit, de problématiques émergentes, de tensions sociales, des événements locaux récurrents, la petite carte qu'on a vue tout à l'heure. Et puis, ça fait suite à des opportunités, en fait, des projets de recherche qu'on avait initiés à l'IAC, notamment un premier projet comparatif qui a été financé par le Fonds Pacifique, qui était porté plutôt par l'ANU et Catherine Daniel, où en fait l'objectif c'était de commencer à mettre en réseau justement différents chercheurs qui travaillent sur la gouvernance de l'eau sur différents territoires dans le Pacifique, sur les petites îles, mais également en Australie et notamment sur les territoires autochtones. Du coup, ce premier projet, qui a duré de 2014 à 2017, nous a permis d'initier, donc on va dire localement en Nouvelle-Calédonie, à Point-Bout, un travail en partenariat avec le comité de gestion de l'eau de la zone VKP, où en fait, on avait fait un des terrains de ce projet-là, en fait, c'était le CGE de VKP, et où en fait, on a initié la mise en place de premiers ateliers de concertation
sur la gestion de l'eau, donc sur la zone VKP, les difficultés à répartir l'eau entre l'eau agricole et l'eau potable, la question émergente de la construction d'un barrage, la question de la prise en compte des tribus autour d'une ville en émergence comme VKP. Donc, et avec des outils, on a mis en œuvre des outils innovants qui avaient été assez peu mis en œuvre jusqu'à maintenant en Nouvelle-Calédonie. Et là, cette petite photo, c'est le projet Fonds Pacifique, mais cette fois-ci au Kiribati. Ce projet a fait suite pour vous montrer que c'est une thématique voilà, qui est en train de prendre, qui prend forme petit à petit. On a eu un financement avec Caroline pour lancer un stage plus spécifique et vraiment plus recherche où on a travaillé, on a une étudiante qui est Charline Nekliaï, qui a fait un travail dans sa tribu à Poya, donc à la tribu de Nekliaï, où elle a retracé toute la gestion de l'eau passée. Et elle a fait un premier travail qui, jusqu'à maintenant, qui a vraiment été novateur et nous a permis de voir qu'il y avait plein de valeurs et de pratiques qui, jusqu'à maintenant, qui avaient été très peu identifiées et très peu creusées de la part des sciences humaines et sociales, des anthropologues qui avaient travaillé jusqu'à maintenant en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà les origines du projet. Notre objectif, alors je vais redérouler un petit peu, donc notre objectif c'est vraiment de faire émerger, essayer de révéler les valeurs, les représentations, les usages associés à l'eau sur les terres coutumières, d'avoir une approche par le passé et d'essayer de regarder comment ça se passe aujourd'hui, avec aujourd'hui des tuyaux, des captages qui sont protégés, la distribution de l'AEP, des enjeux avec l'eau agricole, etc. De regarder comment tout ça a évolué dans le temps long et qu'est-ce que ça pose comme question en termes de gouvernance, c'est-à-dire d'organisation des acteurs et de politique, de politique, de mise en musique, de tout ça. Donc nous, on est là pour fournir des connaissances. Et on pense que nos connaissances, elles vont être en lien avec la mise, donc notamment avec tout ce qui se passe autour du Sénat coutumier. Donc la mise, c'est la mission interservice de l'eau. On pense que ça pourra aider aussi à comprendre les conditions d'acceptabilité sociale des grands ouvrages hydrauliques, comme le barrage de Point-Bout, les barrages hydroélectriques, ou sur les terres coutumières, souvent les premières choses qu'on entend, mais on ne peut pas le faire ici. Ici, c'est l'eau des vieux. La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire, l'eau des vieux? C'est pas tant trouver une explication, c'est nous, on est là pour essayer d'expliquer d'où est-ce que ça vient et comment les différents registres argumentaires, voilà, construisent une réalité pour, en tout cas, au moins les populations des terres coutumières. Notre objectif, c'est, on va le voir, on va essayer aussi de travailler sur les outils d'appui à la concertation, donc faciliter la mise en place de dispositifs de concertation. Donc dans la suite de ce qu'on a déjà pu faire, ça peut être aussi essayer d'accompagner la réflexion qui, on le sait, se fait à la Davare sur essayer de mettre en place des référents eau en tribu. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens de mettre en place des référents eau en tribu, au concret? À quoi ça peut faire écho? Donc accompagner la mise en place d'outils de gestion adaptés et appropriés surtout par les acteurs. Essayer d'avoir des nouvelles connaissances pour faciliter aussi tout ce qui est exercice de sensibilisation sur les pratiques économes en eau, justement l'histoire de la compétition entre eau agricole, qu'est-ce que ça veut dire le gaspillage de l'eau, etc. Donc revenir aux pratiques des gens pour essayer de travailler là-dessus. Voilà, je passe. Et une dimension plus juridique et politique, essayer du coup, avec à la fois en comprenant mieux ce qui se passe localement, en regardant le droit aujourd'hui tel qu'il est, et en comparant à ce qui se fait ailleurs, sur d'autres territoires où on a du foncier autochtone et cette question de l'eau sur foncier autochtone, quels sont les dispositifs juridiques qui existent, quelles sont les politiques mises en œuvre, et puis de voir qu'est-ce qui marche pas, les risques, où mettre le curseur peut-être dans la reconnaissance, ou etc. Et bon, ça c'est plus, on va dire, la dimension plus historique et plus sciences humaines et sociales, les liens eau et mine,
dans le temps long, et la question l'usage de l'eau et du feu, les usages de l'eau et du feu. Donc ça fait écho là aux travaux récents. Là, je ne sais pas si vous avez vu notre collègue donc Marie Toussaint là, qui a fait un travail remarquable de thèse sur les usages du feu, et en fait en commençant à travailler là-dessus et en discutant d'ailleurs avec les collègues archéologues, c'est qu'en fait les deux, c'est intéressant aussi de les penser de manière connectée aussi, peut-être surprenant que cela puisse paraître. Mais non, c'est pas surprenant, mais vous le savez, enfin, ceux qui travaillent dans l'environnement, eau et feu, c'est souvent d'ailleurs quelque chose qui... Mais même en termes d'usage et de pratique pour les gens, c'est connecté. Alors, notre approche, alors on utilise un modèle d'analyse qui s'appelle le cycle hydrosocial de l'eau, où en fait, notre idée, le point de départ, c'est de se dire que la gestion de l'eau, c'est pas que les gens, mais c'est une coproduction de la nature et de la société. Et que cette notion, nous, on la trouve intéressante parce qu'en fait, elle va nous aider à reconnaître, à formaliser et à intégrer ensemble les dimensions culturelles et historiques de la gestion de l'eau. L'eau comme miroir de la société, c'est-à-dire qu'on prend l'objet au sérieux, on prend au sérieux les tuyaux, les cours d'eau, là où ils passent, comment les gens s'organisent par rapport à cette circulation de l'eau. Et on essaie vraiment de mettre les deux sur le même plan. Et ça va nous mettre ces dimensions culturelles et historiques, ça va nous aider aussi à voir les liens de pouvoir, les relations de pouvoir, et tout ça, comment est-ce que ça joue sur la gestion de l'eau et de ses infrastructures. Et donc le cycle hydrosocial de l'eau, c'est quelque chose qui est assez utilisé dans les analyses, dans les travaux sur la gestion de l'eau en SHS en métropole notamment. Et là, l'idée, c'est de le travailler dans le Pacifique et en Nouvelle-Calédonie, en sachant que dans cette zone-là du monde, il y a une conception particulière du lien entre l'homme et la nature, entre l'homme et l'eau. Donc là, il y a cet extrait de néo-zélandais, donc Giasso. Donc, I am the river and the river is me. Donc, pour montrer cette relation extrêmement intime, justement, avec le cours d'eau. Donc, c'est un peu notre point de départ, où l'homme, en fait, est vraiment au centre... Enfin, il n'est pas au centre, il est dans son environnement et connecté à lui. Ensuite, comment est-ce qu'on va travailler ? Alors, donc on travaille comme en sciences humaines et sociales, donc on va faire principalement, comme on est pas mal d'anthropologues, il y a pas mal d'anthropologues, donc plutôt des enquêtes ethnographiques qu'on essaie de faire assez longues sur le terrain. Donc en mobilisant également des entretiens semi-directifs, donc pas forcément que en tribu, on va également à la rencontre des acteurs de la politique de l'eau, donc certains d'entre vous m'ont déjà rencontré ou ont rencontré mes collègues. On va faire également tout un travail aux archives. Et on va essayer de travailler aussi sur des traitements d'images satellites, de photos aériennes, pour notamment faire un travail dans le temps long, de voir l'évolution des ouvrages hydrauliques et de mettre ça peut-être en corrélation avec l'habitat, etc. Donc là, c'est quelques petites vignettes pour illustrer les différents moments d'enquête, ou différents types de supports qu'on peut trouver ou mobiliser. Alors, les compétences que l'on va mobiliser dans ce projet, donc pour étudier les différentes dimensions de la gouvernance. Alors, le mot gouvernance, c'est pas forcément un mot, c'est un mot qui est très vague. Moi, je le résumerais on va essayer de comprendre la complexité, comment les acteurs s'organisent pour gérer l'eau. Acteurs au sens large, c'est-à-dire les acteurs publics, les acteurs privés, les ONG, les coutumiers, etc. On va regarder comment tout le monde travaille ensemble pour justement mettre en œuvre des pratiques de gestion. Alors, on a nos différents champs, nos différents objets de recherche qu'on va essayer d'éclaircir, les représentations et les valeurs de l'eau. Donc là, ça va être plutôt les collègues linguistes, donc Suzy Béharunet, Anne-Laure Dott, et pour les anthropologues, Patrice Gaudin, Catherine Sabineau et Delphine Coulange, qui est VSC à l'IAC. Des géographes aussi, donc plutôt moi et puis Marc Despinois, donc plutôt sur cette partie-là, le continuum entre représentation, usage et savoirs locaux. Également sur les représentations et valeurs socio-anthropologue Sonia Grochin. Ensuite, on a la partie qui va être plus
on va changer un petit peu d'échelle, qui est la dimension plus institutionnelle, où on va réaliser des analyses politiques et institutionnelles, plutôt avec la dimension politiste ou anthropologue du politique, comme Pierre-Yves Lemeur, par exemple, ou Hortense Leclercq, donc, qui est politiste et juriste, qui fait un petit peu les deux, du coup, avec Victor David, sur les dimensions juridiques et réglementaires. Et, pardon... Si, c'est bon. Voilà. Et l'idée, c'est de mettre tout ça dans une perspective spatiale, donc avec de l'analyse d'images satellites pour observer les évolutions de l'aménagement du territoire. Et puis, du coup, là, au cœur, Caroline Lejar, donc économiste et sciences de gestion, pour essayer d'intégrer tous ces éléments pour voir comment est-ce que ça peut être utile dans des dispositifs de concertation et d'apprentissage, avec notamment toute la dynamique de participation et de concertation qui est mise en œuvre autour de la PEP et le forum H2O. Et là, j'ai rajouté l'ingénierie de la participation avec notamment l'IRSTA et Niels Ferrand qui donc gravitent autour du projet. Je vais vous expliquer en quoi et comment. Nos terrains d'études. Alors, on a commencé depuis le début de l'année, on en a identifié plusieurs. Un des terrains vraiment importants, ça va être la commune de Yengen, où il y a une étude ethnographique longue a été commencée par Delphine Coulange. Donc l'idée, c'est de faire une étude ethnographique de la rivière et d'identifier les liens à l'eau. Comment est-ce que les gens se sont appropriés le cours d'eau, quelles relations ils entretiennent, donc avec un travail de toponymie qui est fait avec également Patrice Gaudin. Pour les périodes plus récentes, Delphine et Marine Pizette, qui est une stagiaire IRSTA, donc vont également voir les évolutions plus récentes. Delphine Coulange travaille également à Boyenne, où là, l'idée, c'est, en fait, on est sur la même aire culturelle que Yengen, mais on est de l'autre côté, on est donc sur la côte ouest, et sur une zone où il y a eu beaucoup plus de déplacements de population, et en termes de pratiques récentes, on a une gestion de l'eau aujourd'hui qui est gérée par le CIVOM VKP, alors qu'à Yengen, on est sur une gestion en régie de l'AEP. Et l'idée, c'est à la fois d'avoir un terrain contrasté du point de vue de la gestion actuelle de la gestion de l'eau, mais en même temps d'avoir une espèce de continuité d'un point de vue culturel. Sur le terrain de Boyenne, il y a également Suzy Béharunet qui va donner un coup de main sur toute la partie plus linguistique. Et là, à Boyenne, il y a des questions aussi brûlantes en termes de tarification. Il y a le terrain de Poney-Réouin, donc qui est plutôt un terrain historique de Sonia Grochin, où elle fait un travail de fond pour essayer d'identifier pour les gens quelles sont les catégories d'eau, en partant d'abord des comptes, mais en allant vers des entretiens pour les évolutions récentes. On pensait également travailler à UVA, où là, Anne Lordotte et également Catherine Sabineau et Julien Drouin et sans doute une autre VSC là, du Cressica fera un travail donc, sur lexique, littérature orale, qualité de l'eau. Il y a quelques taraudières qui sont gérées de manière complètement différente que sur la Grande Terre. Du coup, là, l'idée, c'est de regarder. Il y a des trous d'eau avec une dimension sacrée forte. Donc là, l'idée, c'est de vraiment essayer de voir comment ça se passe donc, sur une île, donc sur AUVA. Il me manque, c'est pas la bonne version en fait. Et il manque le terrain de Thio. Donc Thio, donc, qui va faire l'objet d'un travail sur là plutôt les trous d'eau à Thio et potentiellement leur engravement, donc avec Catherine Sabineau et une prestataire, Lucie Gosset. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi, comment on a choisi ces terrains d'études? On les a choisis d'abord, en fait, en partant, on s'est dit qu'on allait partir des terrains historiques des chercheurs impliqués dans le projet. Parce qu'en fait, on est plein de chercheurs, mais quasiment aucun n'est spécialiste de la question de l'eau, du point de vue des sciences humaines et sociales. Donc l'idée, c'est de mettre à contribution la connaissance fine des différents terrains sur ce nouvel objet qu'est la gestion de l'eau. Et en plus, ce sont plutôt donc, des zones à enjeu, pour différents enjeux, plutôt des manques d'eau, des questions de tarification, voilà, des AUVA, du coup, beaucoup de questions sur plutôt une ressource qui est un petit peu plus manquante. Alors, en termes de résultats, donc je vous ai dit, on a commencé en début d'année. Donc,
on a d'abord une première série, donc là, Delphine en particulier, Delphine Coulanges, elle a commencé à travailler vraiment sur une évolution longue, essayer d'identifier les continuités et ruptures sur la gestion de l'eau en terre coutumière, donc à Yengen et Boyenne. Donc, où là, pour l'instant, on a réalisé une 40aine d'enquêtes sur les usages et les valeurs de l'eau, passé et présent. Du coup, elle fait tout un travail de spatialisation des différents usages de l'eau passés, du coup, avec des dessins et des cartographies, des identifications dans l'espace, mais également entre des travails de terrain et ensuite sur images satellites pour identifier les anciennes taraudières qu'on ne voit pas forcément très bien, mais qui sont ici et ici, qu'on arrive encore à distinguer sur les photos d'aujourd'hui. Et l'idée, c'est de se dire, on ne fait pas une analyse historique pour faire juste une analyse historique. Bon, d'un point de vue de la recherche, c'est intéressant, mais c'est aussi pour qu'ensuite, pour les acteurs d'aujourd'hui, de se dire qu'est-ce que ça fait, ces différents... qu'est-ce que l'histoire nous dit, qu'est-ce que les jeux d'acteurs du passé nous disent sur les jeux d'acteurs d'aujourd'hui, quoi. Et c'est en ça que vraiment, on peut avoir aussi une recherche en sciences humaines et sociales finalisée. Le travail, donc on a un travail là qui est en cours sur l'identification des contes et des valeurs, on va dire, plus ancestrales associées à l'eau, jusqu'à aujourd'hui la gestion de l'eau potable. Alors, donc c'est Sonia Grochin qui a notamment commencé à identifier plusieurs catégories d'eau à travers un travail approfondi aux archives et un travail d'enquête à Poney-Réouin, où elle commence à distinguer 4 catégories d'eau qui restent à affiner. Il faut bien les définir, c'est quelque chose de très long. Mais on retrouverait, elle corrigera si besoin, sans doute mon discours est un petit peu approximatif parce que c'est encore en cours. L'eau des vieux, elle retrouve dans les contes beaucoup de références à l'eau des vieux qui est en fait, pourrait potentiellement spatialiser peut-être plus en amont, mais en fait c'est vraiment l'eau qu'on trouve dans les récits plutôt mythologiques et dans les contes, qui fait référence à l'eau qui passe à travers, avec les esprits, dans les lieux de sépulture, etc. L'eau des clans, qui en fait serait un petit peu plus en aval peut-être, qui fait référence plutôt à des sources, qui est plus souvent appropriée. C'est autour de l'eau des clans qu'on a aussi peut-être à l'époque, en tout cas dans une certaine période, donc il y avait des maîtres de l'eau, là des enjeux de gestion au quotidien. L'eau collective ou l'eau de la rivière, en fait, qui est plus, du coup, voilà, l'eau de la rivière, mais qui peut être aussi appropriée. Donc là, voilà, c'est des catégories en cours de construction. Hein. Et l'eau des terres coutumières ou l'eau des tribus. Et là, en fait, ça fait plus référence à ce qui serait la nouvelle eau qui est gérée par les réseaux AEP, qui correspondrait plus au tuyau. J'y vais vraiment très très grossièrement, mais c'est un peu pour vous montrer qu'en fait, voilà, les gens vont potentiellement, dans leur discours, mobiliser des références, faire appel à ces différents registres, à ces différentes catégories d'eau, parce que pour eux, pour ces gens, ces différentes catégories ont un sens. Mais elles restent à être affinées. On a également, avec Oriane Grélier, donc, qui était au sein de la cellule Crésica, elle a réalisé une première synthèse bibliographique sur la gestion de l'eau en terre autochtone. Du coup, il y a 3 parties, il devrait être disponible bientôt, je pense, le rapport sur le site du Crésica. Du coup, avec une première partie qui est sur... vraiment, on s'est posé la question de l'apport des représentations et des savoirs sur la compréhension des systèmes socio-écologiques dans le Pacifique, avec un travail notamment sur les représentations de la sécheresse sur les petites îles insulaires et qu'est-ce que ça change dans l'organisation sociale. Des éléments en Nouvelle-Calédonie, les questions d'appartenance, d'appropriation et de responsabilité de l'eau. Comment est-ce que la reconnaissance d'une propriété, elle a été faite sur certains territoires et qu'est-ce que ça entraîne en termes de gestion de l'eau ensuite. Donc, je pense avec des cas aux îles Salomon. Et elle a retracé aussi les différentes expériences de mise en place de politiques de gestion de l'eau donc, dans le Pacifique, dont des cas en Nouvelle-Calédonie.
Et puis on a aussi le travail, donc plutôt là on est du côté, vous voyez, on est passé de la dimension gestion de l'eau, savoir, usage, à la dimension plus gouvernance et institution. On a donc l'étude qui est réalisée plutôt par Victor David et Hortense Leclerc, donc sur les différents statuts de l'eau dans les sociétés plurielles, du coup, où l'idée c'est vraiment de comparer quels sont les statuts de l'eau, notamment d'un point de vue juridique, qui peuvent exister, et qu'est-ce que ça pose comme question, et comment est-ce qu'on pose différents statuts de l'eau dans les sociétés plurielles, donc là où il y a des populations autochtones. En gros, elle va développer 2 points. D'abord, faire une comparaison des cadres juridiques de la gestion de l'eau depuis le droit international, en faisant un détour par le droit français, et ensuite en développant 3 études de cas, notamment en Australie, Nouvelle-Zélande et Bolivie, où là, il y a eu des développements de cadres juridiques de droit à l'eau spécifiques sur du foncier autochtone. Et elle va mettre ça en perspective avec ce qui se fait aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, et essayer de se dire, ben, voilà, avec tout ce qu'on a pu, avec ce qu'on peut comparer, avec ce qui se passe par ailleurs, qu'est-ce que ça nous pose comme question avec le cadre existant. Et puis on a donc, ça c'est ce qui est arrivé un petit peu en cours de route, qui est un fruit de nos partenariats du passé. C'est qu'on va donc travailler, on a donc Niels Ferrand vient contribuer au projet en finançant donc un stage, donc celui de Marine Pizette, où l'idée c'est en fait de revenir un petit peu sur le processus de participation qui a eu lieu l'année dernière autour du forum H2O. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé sur le forum de H2O l'année dernière, autour de la mise, enfin voilà, toute cette réflexion qui a été initiée, elle a mobilisé des outils qui sont des outils qui ont été développés par l'UMRGO, les outils qui s'appellent couplage. Alors ça veut dire coupler des outils ouverts et participatifs pour laisser les acteurs s'adapter à la gestion de l'eau. Donc pour ceux qui ont participé au forum H2O, la fiche action que vous avez remplie, par exemple, c'est vraiment un de ces types d'outils. Et au final, le constat qui a été fait avec la DAVAR qui a piloté l'opération, c'est qu'il y avait quand même une concertation assez importante, plusieurs centaines de personnes, et c'était assez original dans l'histoire de la construction des politiques publiques en Nouvelle-Calédonie. Donc l'idée, c'est du point de vue de la participation, d'essayer de se dire, d'évaluer ce processus et de voir dans quelle mesure est-ce que cet effort de concertation, eh bien, il a été pas forcément réussi, mais en tout cas, dans quelle mesure est-ce que ça a fait que les gens considèrent qu'ils ont pu s'exprimer, est-ce qu'ils s'y retrouvent, et qu'est-ce que ça produit ensuite en termes de mise en œuvre de la politique de l'eau. Alors du coup, c'est un peu ce que j'ai dit. Donc le stage de Marine, du coup, là, on a un projet, le projet AGreen Camp, qui vient se raccrocher en fait à notre projet GOOT. Et ce projet AGreen Camp, là, on est vraiment dans la dimension plus diffusion de nos résultats et co-apprentissage. C'est un projet qui est un projet de formation, de mise en place d'un MOOC qui s'appelle Terre, Eau et Co, donc une concertation, où l'idée c'est de faire un MOOC sur les outils de la participation et de l'approche couplage que je vous ai présenté. Donc en cliquant sur le lien, normalement, on a voilà, une connexion au MOOC. En tout cas, une présentation du MOOC. Et donc là Marine Pizette, elle va faire toute une série d'enquêtes auprès des acteurs qui ont été impliqués donc, dans nos partenariats antérieurs autour du CGE, les premiers jeux de rôle qu'on a mis en œuvre, et puis jusqu'à aujourd'hui, autour du forum H2O. Donc je pense qu'elle est déjà allée rencontrer plusieurs d'entre vous. Et elle va faire également des enquêtes sur 2 terrains, où l'idée, c'est qu'il y a eu une concertation qui a été à l'échelle avec un grand forum à Nouméa, etc. Il y a eu des concertations territoriales, et elle va aller dans deux terrains, notamment à Yengen et à Maré, pour aller à la rencontre des gens des communes et leur demander est-ce qu'ils ont entendu parler de cette PEP, avec la participation ou pas, et s'ils en ont entendu parler ou pas d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils en pensent en leur montrant ce que c'est, et de leur demander de les consulter
au moins rapidement sur une première priorisation. Selon eux, c'est quoi les enjeux pour leur territoire. Donc voilà, donc là ça permet de faire un premier retour vers le terrain. Et elle fait également un travail de capitalisation où elle va construire un petit film témoignage sur l'utilisation de ces outils de la participation. Bon, là on est vraiment dans un jeu d'apprentissage voilà, itératif. Du coup, voilà, ça c'est après 6 ou 8 mois de projet. Il nous reste encore des terrains à ouvrir, d'autres à poursuivre. On n'a pas encore commencé à travailler à OVA, c'est ce qui est prévu là sur les 6 prochains mois. Yengen, Boyen donc à poursuivre, réaliser le terrain à Thio également, donc ça sera sans doute soit fin 2019, début 2020. Le travail sur les images satellitaires et les photos aériennes qui va se faire là, parce qu'on a pu récupérer toutes les images. Donc ça, c'est pour nous, notre travail de chercheur. Et pour les perspectives en termes d'application, en termes de résultats, on pense que les résultats de ce projet pourraient nous permettre de faire de premières interventions thématiques sur différents thèmes, sur les réflexions que je vous disais en introduction sur qu'est-ce qu'un référent eau, qu'est-ce qu'un maître de l'eau, est-ce qu'il y a une continuité, est-ce qu'il faut qu'il y ait une continuité entre les référents eau d'aujourd'hui et les anciens maîtres de l'eau, se poser la question de qu'est-ce qu'une bonne eau pour les gens, parce qu'elle est peut-être différente selon les gens justement. Qu'est-ce que ça nous dit, ces différentes catégories là qu'a pu identifier Sonia Grochin, et puis de faire également des interventions thématiques sur la question des statuts de l'eau. Voilà, et puis à voir si on travaille, on continue d'accompagner la PEP du point de vue donc également des outils, et puis comme l'a très bien dit Yves, notre travail aussi, ça va être également de publier publier nos résultats, donc ça également, donc c'est pour le projet pour 2020 avec sans doute un projet d'ouvrage. Donc voilà pour les premiers éléments. On va passer à la partie questions. Je me pose la question du fait que pourquoi vous ne travaillez pas sur l'ensemble des aires coutumières? Puisqu'il y aura une approche, il y aura 8 approches de l'eau dans le monde coutumier, parce qu'il y a 8 aires coutumières. Il n'y a pas une seule coutume en Nouvelle-Calédonie, il y en a 8. Alors ça, c'est la question de la généralisation de nos résultats de recherche. Alors déjà, d'un point de vue humain, on ne peut pas aller sur tous les terrains de la même manière. À chaque fois, c'est un travail qui est quand même extrêmement long. Et donc voilà, donc ça, d'un point de vue humain, avec le temps qu'on a et les moyens humains qu'on a, là, c'est pas possible. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que on peut aussi justement les prendre à titre illustratif, c'est-à-dire qu'en montrant ce qui se passe sur certaines aires, le mettre en débat justement avec des gens du Sénat et de enclencher un débat. Du coup, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est différent? Qu'est-ce qui est important? Est-ce qu'il y a des choses tout n'est peut-être pas forcément fondamental pour la mise en place de la politique de l'eau. Donc je pense qu'on peut aussi le prendre comme ça. On n'est pas forcément obligé de dévoiler c'est peut-être pas forcément notre travail que de dévoiler toutes les valeurs et les représentations, et c'est aussi un moyen de commencer à ouvrir sans doute la porte de la parole par les scientifiques, mais qu'après je pense que justement les gens pourront parler eux-mêmes de leur représentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voulais vous demander sur l'approche équilibrée territoriale sur les terres coutumières, est-ce que vous avez hiérarchisé les usages? C'est-à-dire que là, vous essayez de définir des statuts, mais est-ce que vous avez hiérarchisé les usages avant de définir des statuts?
À partir du moment où c'est territorial et qu'en fait vous essayez de définir un espace, dans l'approche équilibrée, est-ce que dans les questionnaires que vous avez établis sur Terre Coutumière, est-ce que vous avez posé des questions sur la hiérarchie des usages qui sont mis en place? Je pense qu'en fait, on ne travaille pas par questionnaire vraiment, on est dans une approche compréhensive. Donc après, si c'est hiérarchiser les usages par rapport à des quantités d'eau qui peuvent être utilisées entre les différents usages, là, c'est pas l'objectif, ça va pas être de les hiérarchiser de ce point de vue-là dans ce projet-là. Après, je pense qu'on pourra, en termes de différents... peut-être qu'on verra une évolution des usages et du coup des usages qui vont être plus ou moins importants selon les périodes de l'histoire. Mais après, je ne suis pas sûre qu'on ait vocation à faire ça. Et je pense que c'est plutôt identifier la diversité des usages, comment elles fonctionnent, celles qui existent, celles qui n'existent plus, pour aujourd'hui, après, voir s'il y a des compétitions et surtout des compétitions avec d'autres territoires. Parce que là, il n'y a pas que des terres coutumières aussi en Nouvelle-Calédonie. Du coup, je le verrais plutôt comme ça, en fait, en termes d'utilisation et de hiérarchisation. Je ne sais pas si ça... Parce qu'après, nous, quand on pose la question des statuts, c'est le statut, on va dire le statut de l'eau, le statut du foncier, c'est avoir un droit... voilà, c'est plutôt ça qu'on entend. Après, il y a l'histoire des catégories d'eau. Et là, je pense que les catégories d'eau, on est vraiment sur identifier différents registres argumentaires qui vont être mobilisés. Quand il y a des tensions, en fait, quand il y a des conflits, les gens ils vont dire c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et nous, on est là pour aider à analyser le discours des gens, comprendre pourquoi est-ce qu'ils mobilisent tel ou tel registre. Et d'essayer à accompagner justement les débats entre les différents acteurs, quoi. Et c'est plutôt une réflexion voilà, d'ordre discursif. Moi, on n'est pas là pour juger d'un usage qui doit prévaloir par rapport à un autre. Donc, je le verrais plutôt comme ça. J'ai bien compris la question de monsieur, c'est de savoir si à l'intérieur de l'approche, il y a une hiérarchisation par les gens. Vous avez bien compris. En fait, chaque aire coutumière ou chaque définition de l'espace est différente. Et du coup, les gens se sont installés ou ont eu des usages. Et ces usages, en fait, ils sont liés sur l'ensemble du territoire. Et la réflexion de définir plusieurs statuts, c'est peut-être une approche qui, pour moi, a une définition, on va dire, d'être un peu à côté de l'utilisation, du partage de l'eau de la montagne jusqu'à la mer. Et dans la définition des usages qui peuvent être faits de la montagne jusqu'à la mer, la finalité, c'est d'essayer de regarder quels sont les usages qui sont en partie sommitale et en partie aval, et de regarder après les échanges qui peuvent être menés, et de voir dans la finalité des échanges et de la pratique, de regarder les partages qui ont été posés, parce que derrière, en fait, ce que j'ai bien compris, la partie conflictuelle qu'il y a aujourd'hui sur la tarification, c'est l'aspect, on va dire, gaspillage, mais dans l'aspect fuite, eau usée, réutilisation en fait, des fuites sur les réseaux, en fait, de communication. Et sur ces pratiques, on va dire, ancestrales, il n'y avait pas de tuyaux, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des fuites, mais la fuite, elle était dans la terre. Et dans cette terre, en fait, c'était reproductible dans une source qui était un peu plus bas. Et dans cette hiérarchie de communication, c'est peut-être important, justement, d'avoir une approche équilibrée et territoriale, de manière à ce qu'en fait, on puisse approcher et mettre en place une communication qui soit par rapport aux pratiques d'aujourd'hui.
Je suis pas sûre de pouvoir vraiment qu'on réponde, parce que là, on est encore chemin faisant. Quand on se pose la question des statuts, c'est vraiment de se dire s'il doit être créé un statut de l'eau particulier sur les terres coutumières, ça va être... qu'est-ce que ça va entraîner justement comme droit, comme obligation pour les populations des terres coutumières, et la réflexion notamment qui est menée du point de vue juridique et en allant comparer avec ce qui se fait ailleurs, c'est de se dire si on crée un statut particulier, du coup avec des droits, des obligations particulières, qu'est-ce que ça en peut entraîner aussi pour les zones et le reste du territoire justement qui va avoir un autre statut, un autre accès à l'eau. Enfin, du coup, là, nous, on est là juste pour éclairer ce qui se fait ailleurs dans le monde et de se poser la question de ce que ça pourrait donner pour ici. Après, par rapport à... Donc là, moi, quand je parle de statut, je parle de... Plutôt, c'est ce que je mets derrière le mot statut. Après, si j'ai bien compris, en effet, je pense que, par exemple, si on parle de la question du gaspillage, et qu'en effet, avant, il pouvait y avoir du gaspillage, mais ça, on va être plutôt du côté des usages et des représentations. C'est-à-dire, est-ce que les gens perçoivent quelle différence de perception entre la perception et la gestion à l'époque de la taraudière et la perception et la gestion aujourd'hui des tuyaux. Et qu'en final, quand on laisse le tuyau ouvert, mais l'eau, elle retourne quand même à la terre, comme à l'époque. C'est un petit peu caricatural ce que je dis. Mais là, on n'en est qu'au début d'essayer de comprendre s'il y a une continuité ou pas dans la manière de penser les choses. Franchement, là, pour l'instant, je ne sais pas. Je ne saurais pas répondre. On fait aussi de la recherche, donc moi, je n'ai pas toutes les réponses à toutes... ouais, pour compléter. À l'eau, à l'issue du projet. Par contre, on a l'ambition de décrire une diversité d'usages, une diversité de pratiques, une diversité de valeurs qui sont accordées à l'eau et qui vont différer, effectivement, si on est en haut ou si on est en bas. C'est pour ça aussi qu'on a choisi, en Grande Terre et aux Loyautés, d'avoir des éléments qui vont montrer que c'est différent. Enfin, ça revient aussi avec ce que vous disiez, monsieur, derrière. Il y a 8 terres coutumières, il y a 8 manières de voir. On a choisi pour essayer d'avoir une diversité, mais à la fin, on ne pourra pas hiérarchiser quelque chose, en tout cas dans le temps du projet, sur qu'est-ce qui a le plus de valeur, qu'est-ce qui en a le moins, ou sur qu'est-ce qui consomme le plus, qu'est-ce qui consomme le moins. On n'aura pas ces éléments-là, même si c'est des questions pertinentes à se poser, mais qui, pour nous, devront probablement être posées de manière plus ajustée dans le cadre d'un travail sur territoire. Et donc, on ne pourra pas avoir ce travail de généralisation à l'échelle de l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, je dirais. Donc voilà, la question, elle fait vraiment sens parce que elle est aussi posée par les gens, mais ça, c'est plus important pour nous, où ça, nous, on écoute et on va essayer de faire un paysage des différentes manières d'utiliser l'eau, de voir l'eau, de se représenter les notions de gaspillage ou de facturation. Ça, c'est des notions nouvelles qui n'étaient pas là avant. Et donc voilà, c'était pour un petit peu compléter les réponses de Séverine et surtout pour ne pas vous faire croire qu'il y a un résultat concret, tout terminé avec une politique de l'eau solide sur les terres coutumières dans un an. Par contre, on donne des éléments pour amener des meilleures négociations et des meilleures discussions pour aller vers quelque chose qui soit plus ajusté. Voilà, merci. Je pense que c'est un peu complexifié, enfin en tout cas, non, c'est pas complexifié, mais c'est juste enrichir la connaissance qui peut ensuite être mise en œuvre sur des concertations, en effet, et l'idée au niveau local, c'est là que ce sera le plus pertinent en plus, je pense. Mais après, la décision, elle va rester les hiérarchisations. En plus, il peut y avoir des hiérarchisations préexistantes, mais de mon point de vue, je pense qu'elles peuvent être aussi négociables. Et ça va être tout l'objet d'une concertation entre les différents acteurs.
Moi, je voulais compléter. Merci pour cette présentation, Séverine. Je suis Sylvie Chailleux, je travaille à la province Nord et donc je participe à la mission interservice de l'eau et à l'élaboration de la PEP et sa mise en œuvre éventuelle. Mais c'est vrai qu'on a bien identifié, lorsqu'on a élaboré la PEP, que 2 sujets importants n'ont pas encore été traités au niveau de la PEP. Ce sont la gouvernance et le financement. Et pourquoi ? Parce que la gouvernance, c'est un sujet à part entière et qui fait appel justement au statut, au pluriel, comme tu dis, de l'eau en Calédonie, avec la loi organique qui a changé en 2009 en attribuant un statut coutumier à l'eau. Et je pense que le travail que vous faites est effectivement hyper important pour engager la discussion et la réflexion autour de la gouvernance de l'eau. C'est vraiment essentiel. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Question innocente. IRSTEA, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Mais qui va devenir fusionner avec l'INRA. Du coup, dans 3 mois, ça n'existe plus. Non, donc... L'Institut de recherche des sciences et techniques de l'eau et de l'agriculture, c'est ça, oui, je crois. En fait, non, jusqu'à maintenant, c'est pas l'INRA, mais là, dans quelques mois, ils fusionnent.